suis un père de famille, je suis guadeloupéen. Je suis né après Tapitre. Et mon père, qui était huissier de justice, est monté à Basse-Terre prendre une charge d'huissier. Et donc, j'ai passé pratiquement toute mon adolescence à Basse-Terre. Ensuite, je suis parti en France. Et je suis rentré en France suite à un concours des douanes, où j'ai été à l'école des douanes de La Rochelle. Et à l'issue du concours, des épreuves de classement, j'ai été affecté à Paris. Et à Paris, je suis arrivé le 24 avril 1968, c'est-à-dire une semaine avant le grand événement mondial qui était mai 68. Et tout de suite, je me suis mêlé à la foule et j'ai trouvé les Guadeloupéens qui militaient dans une organisation d'extrême gauche, que maintenant on appelle combat ouvrier, mais en France c'était lutte ouvrière, combat ouvrier n'existait pas. Et j'ai milité, et c'est là que j'ai appris le marxisme. J'ai étudié tous les ouvrages de Lénine, Trotsky et compagnie. Et j'ai eu cette phase de gauchisme où c'était assez utopique, puisqu'on parlait d'indépendance et socialisme. Et avec le temps, tout en gardant mes convictions profondes, parce qu'elles sont profondes, elles sont ancrées en moi, je suis pour une société plus juste, plus égalitaire. Je suis pour qu'on prenne en compte l'homme avant tout. Et donc, avec l'expérience et le temps, je suis d'abord devenu, il faut le dire, je suis devenu syndicaliste à la douane à Paris. Et assez rapidement, les douaniers, les Français, puisqu'ils étaient en grande majorité des Français, eh bien, ils m'ont fait confiance et je suis devenu à 27 ans secrétaire général du syndicat des douanes à Paris, qui est une très grande section. Donc, je pense que les Français ont reconnu rapidement mes qualités d'intégrité et de sérieux et j'ai jamais lâché, jamais été à la soupe. Donc, j'ai été secrétaire pendant un moment. J'ai participé avec mon ami Georges Berry, qui est ici, à la création de la Fédération des finances CFDT et nous avons milité avec les Guadeloupéens pour qu'ils puissent bénéficier des congés bonifiés et de la prime d'éloignement. Donc tout cela a demandé beaucoup d'études parce qu'il fallait comprendre les textes, comprendre ce qu'on appelle par intérêts matériels et moraux, puisqu'au départ, il fallait donc être originaire de la Guadeloupe pour avoir droit au congé bonifié et à la prime d'éloignement, mais ils ont changé les textes et ils ont dit qu'il faut considérer que c'est les intérêts matériels et moraux qu'ils vont prendre en compte. Donc, il fallait comprendre ce qu'il fallait dire, il fallait l'expliquer aux personnes et faire des recours pour permettre à de nombreux Guadeloupéens de bénéficier des congés bonifiés. Donc, on l'a fait. Et ensuite, je suis rentré en Guadeloupe. Je suis rentré en Guadeloupe en septembre 1985. Et à ce moment-là, le camarade qui était là avant moi, il partait en France pour une promotion et ils m'ont demandé d'être secrétaire du syndicat des douanes CFDT en Guadeloupe. Et j'ai accepté, mais assez rapidement, j'ai dit ah non, nous en Guadeloupe, nous ne pouvons pas travailler à la CFDT à Paris. Et on a transformé ce syndicat en CTU, c'est-à-dire Centrale des Travailleurs Unis, donc un syndicat guadeloupéen. Et j'ai fait du militantisme jusqu'au moment où on est arrivé en 1989, où j'ai commencé à réfléchir sérieusement, non pas sur l'aspect social seulement, mais sur l'aspect économique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur un livre, c'est mon premier livre, qui s'appelle Proposition pour le changement, où dès 2000, je disais qu'il fallait que la Guadeloupe soit un pays territoire d'outre-mer. Et il y a des gens qui vont écouter, je ne dis pas qu'ils vont copier, mais en tout cas, il y a un pays, une ancienne commune de la Guadeloupe, qui est Saint-Barthélemy, qui est devenu un PTOM le 1er janvier 2012. Mais moi, à ma connaissance, je suis la première personne à avoir écrit noir sur blanc, il faut que la Guadeloupe soit un pays territoire d'outre-mer. Parce que le développement n'est pas possible. Parce que vous voyez tous les jours que des décisions sont prises à Paris et ces décisions, on ne peut pas les adapter. Ne serait-ce que le climat est différent, tout est différent. Il faut donc qu'on ait un pouvoir guadeloupéen. Et ce pouvoir, alors c'est peut-être cet aspect qu'on retient de moi, l'aspect technique, mais parce que je mets en avant les deux compétences fondamentales. Parce que la question du pouvoir dans tous les pays, c'est la question des finances. Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez développer ni la culture, ni le social, ni le sport, rien. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut comprendre les mécanismes économiques et fiscaux. Et donc, vu mon métier, j'ai eu la chance, je considère que c'est une chance. J'ai été inspecteur des douanes. J'aurais pu me contenter de faire mon travail, comme beaucoup de gens, mais au travail, mettre des coups de cachet. Et donc, j'ai profité de ce métier pour comprendre les relations internationales et surtout ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais sans comprendre le sens.
La mondialisation, c'est simplement le système de libre-échange que les capitalistes, les gens des multinationales ont mis en place, non pas pour conquérir leur propre marché, mais pour conquérir le marché mondial. Donc, le capitalisme, c'est prendre le marché mondial. Et c'est pour cette raison que nous, en Guadeloupe, on est confrontés à cette mondialisation, on est confrontés à ce libre-échange, qui fait que on mange actuellement du poisson venant de Chine. Nous mangeons des points d'Angola venant du Pérou, et nous mangeons des ignames venant de Costa Rica. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai décidé, en réfléchissant, d'écrire un autre livre, parce que je me suis dit, on ne peut pas se contenter des constats. Il faut proposer quelque chose. Alors, quelle est l'analyse qu'il faut faire? Est-ce qu'on pourra conquérir des marchés internationaux? Est-ce qu'on pourra aller vendre nos marchandises sur les marchés internationaux? Quand on connaît un peu comment fonctionnent les mécanismes du libre-échange, quand on a quelques notions d'économie et qu'on sait que le capitalisme marche avec ce qu'on appelle les avantages comparatifs, ça veut dire que les capitalistes disent qu'il faut produire l'endroit où on est le meilleur. Ça veut dire qu'à une époque, on avait besoin de notre sucre, mais on n'a plus besoin de notre sucre. Parce qu'au Brésil, on peut produire du sucre d'aussi bonne qualité que le sucre de Guadeloupe, mais à moins cher. La banane, on peut produire la banane ailleurs et à moins cher, à la zone dollar. Donc, quand on a compris ça, on a compris que notre avenir, ce n'est pas tellement l'exportation, c'est la conquête du marché intérieur. Parce que nous avons un marché intérieur qui est solvable. Nous achetons pour 3 milliards d'euros de marché. Encore un chiffre, je regrette, Guylaine, mais je suis obligé de donner des chiffres. Parce que c'est comme si un historien, il ne donnait aucune date. Il disait, ah oui, l'abolition de l'esclavage, il a aboli l'esclavage un jour. Non. Ils vont dire, on va abolir l'esclavage en 1802. Et un historien est obligé de faire preuve de rigueur. Et quelqu'un qui fait de l'économie est obligé de faire de rigueur, sinon il donne à peu près. Et ceux qui ne donnent pas de chiffres, je dis simplement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les chiffres. Et moi, je respecte les Guadeloupéens. Comme je respecte les Guadeloupéens, j'essaie d'expliquer. Et ça explique pourquoi on ne s'est pas pressé. Les gens nous disent, ah ouais, mais ça fait 10 ans qu'on a fait politique. Ils ont projet arrivé. Non, le temps n'a pas de valeur pour nous. Le temps n'a pas de valeur. Quand on a un projet, eh bien, on prend le temps qu'il faut. On prend le temps de la pédagogie. On prend le temps de faire comprendre aux Guadeloupéens la nécessité du changement, la nécessité de l'alternative. Et c'est ce que nous avons fait avec mes camarades qui sont avec moi depuis le début. Rachel, Jean-Yves, Georges, et d'autres encore que je possédais. Ils sont là, on a tenu bon, on a été trahis, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont été à la soupe. Ils sont partis parce qu'ils pensent qu'ils iraient plus vite au pouvoir, ils iraient plus vite au mandat. Eh bien moi, non, j'ai jamais essayé d'avoir un mandat. On a essayé. Encore le président actuel, il a essayé de m'attirer. Il m'a dit, après l'élection, viens de mon cabinet, je te mettrai chef du cabinet et tu pourras avoir tous tes avantages. Il a dit non, on va faire politique. Et moi, je suis pour l'alternative. Je ne suis pas pour qu'on continue dans ce système de corruption. Je veux qu'on change la Guadeloupe et je veux qu'on mette en place un nouveau modèle de société en Guadeloupe. Et donc là, on tiendra bon. Et je sens, et là, je suis ému, parce que je sens que ce discours, il passe actuellement. Il a pris du temps. Parce que quelquefois, il faut du temps. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien. On dit qu'une idée devient majoritaire quand elle rejoint les préoccupations de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, ce discours devient majoritaire parce que ça rejoint les préoccupations de la population. La population a besoin de quoi? Les jeunes ont besoin de travail, donc il faut lutter contre le chômage. Il faut régler le problème de l'eau. Il faut régler le problème de la pollution. Il faut qu'on soit autonome en matière d'énergie. Il faut qu'on produise suffisamment d'énergie pour pouvoir ne pas importer du fuel. Alors, quelqu'un a donné un chiffre, mais le chiffre le plus récent, je crois que c'est Sylvie, le plus récent, c'est que 90% de notre énergie est basée avec l'énergie fossile, c'est-à-dire avec le fuel qui alimente des centrales électriques et avec le charbon qui fait fonctionner, par exemple, Gardel, l'usine de Gardel. Donc, c'est la pollution, c'est les importations. Qui dit importation, c'est l'argent que nous envoyons à l'extérieur. Donc, développer la Guadeloupe, lutter contre le chômage, c'est développer la production. Et développer la production, c'est développer la production alimentaire qui est fondamentale. Le rôle de l'agriculture dans tout pays, c'est de nourrir la population.
L'agriculture de la Guadeloupe ne nourrit pas la population. De moins en moins, on a donné des chiffres. Je vais donner simplement un chiffre. Ben, on achète 100% de notre lait. 100%. Et j'avais un ami qui est vénitien, gauchiste. Il m'a dit, Alain, mais c'est pas possible. Mais si le bateau n'arrive pas avec le lait, mais si vous n'avez pas mort, vos bébés vont mourir parce qu'il n'y a pas de lait. Et c'est fondamental qu'il y ait du lait dans un pays. Et donc, dans le programme, nous mettons en avant la production. Et comment nous mettons en avant la production? Tout le monde parle de la production. Tout le monde a parlé de production locale. Tout le monde a parlé de manger pays. Mais nous, on a fait un programme où on dit qu'il faut mettre en place des mécanismes douaniers et fiscaux pour permettre le développement de la production guadeloupéenne. Pourquoi, camarades? Réfléchissons 30 secondes. Comment voulez-vous qu'un pêcheur puisse faire la concurrence à Bernard Ayotte qui fait venir du poisson de Chine à 2 € le kilo et qui, après avoir pris sa marge, après avoir payé le transport, la douane, tout ce que vous voulez, il peut vendre le poisson à 5 €. Et nous, nos pêcheurs, qui n'ont pratiquement pas augmenté le prix depuis plus de 15 ans, eh bien, ils vendent à 12 € manier. Eh bien, vous croyez que ça tiendra longtemps? Vous croyez que les gens vont continuer à acheter du poisson à 12 €? Non, les gens achètent de plus en plus de poisson à 5 €. Et donc, nous sommes en train de condamner notre production de pêche, comme nous sommes en train de condamner toute production agricole. Tout le monde ici, nous allons manger tous à Noël des pois d'ivoire, cochon, boudin. Eh bien maintenant, pois d'ivoire est sorti au Pérou. Et tout c'est comme ça. Et nous, notre projet, le projet que nous avons écrit, le projet qui figure dans notre livre, on propose un système qui permettra de rendre plus compétitifs nos producteurs. Et nous proposons un système qui permettra d'aider directement sous forme de subvention nos producteurs. Et c'est la seule chance, le seul moyen. Quelqu'un a dit, c'est la dernière chance. Et oui, c'est la dernière chance. Parce que si on remet les mêmes, si on remet les chaluts, les bolets certains, vous êtes sûr que cette politique va persévérer et nous allons disparaître. Nous n'allons pas disparaître physiquement. Nous n'allons pas mourir de faim. Parce que la France est capable de donner du RSA à tout le monde, de donner des revenus de subsistance. Mais nous ne voulons pas vivre de subsistance. Nous sommes fièvres. Nous sommes les enfants de Delgrès, d'Ignace et de Solitude. Et nous sommes fiers. Et donc, parce que nous sommes fiers, il faut qu'on mette en place une nouvelle politique. Et je pense, en toute modestie, je pense que je suis, et là, pour une fois, je parle de moi, puisque je suis tête de liste, je suis l'homme de la situation. Je suis l'homme de la situation. Parce que de tous les candidats, vous prenez les uns les autres. Vous prenez les jeunes. D'ailleurs, les jeunes en passant, quand on dit jeunes, on voit qu'ils sont jeunes en âge, mais ils ont déjà la vieille politique. Ils sont déjà aussi corrompus que les vieux et ils ont les mêmes méthodes. Donc, les jeunes, ce n'est pas une question de l'âge, c'est une question de volonté politique et de vision et faire en sorte qu'on n'aille pas à la politique pour avoir des mandats. Moi, j'irai uniquement à la région. Je ne vais pas au départemental. Je ne vais pas aux élections municipales. Et pourquoi je vais uniquement au régional? Parce que je sais que je peux servir là. Parce que la région a un rôle économique, c'est le rôle principal. Et c'est mon domaine. C'est mon domaine, c'est où je peux apporter ma contribution. Je pourrais apporter ma contribution. Je pourrais apporter ma contribution dans le social, puisque j'étais syndicaliste. Mais il y a beaucoup de gens, Mme Saint-Sauveur et d'autres, qui peuvent apporter leur contribution. Mais je pense que ma présence est fondamentale à la région. Je pense qu'elle est fondamentale. Parce qu'on parle souvent d'octroi de mer, que tout le monde connaît vaguement, y compris les politiciens, ils connaissent très, très vaguement. Mais il y a aussi notre recette qu'on ignore, c'est la taxe sur le carburant. C'est une taxe que vous payez environ 5 centimes chaque fois que vous faites l'essence. Et c'est une recette de la région. Eh bien, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et quelqu'un a dit, je crois que c'est Bernard qui a dit ça, eh bien, il faut pouvoir regarder les autorités françaises les yeux dans les yeux. Moi, je pourrais les regarder les yeux dans les yeux parce que j'ai aucune casserole. On peut fouiller partout. On verra que je suis net, je suis clean. Donc, je peux les regarder les yeux dans les yeux. Mais je peux les regarder aussi parce que j'ai la compétence, parce que je sais ce qu'ils vont dire, je peux les contrer. Et je l'ai fait à maintes reprises. Je l'ai fait pendant que j'étais LKP.
où j'ai mis en place, et ça les gens la mémoire courte, ceux qui disent ah oui, qui m'en est ça, eh bien j'étais l'un des fondateurs du LKP, mais je me suis occupé principalement du programme économique et j'ai mis en place le bureau d'études ouvrières qui a commencé un travail pour faire baisser les prix. Et on a fait baisser les prix, camarades. Quand les gens disent ah ouais, le LKP passe bien rien, eh bien il faut savoir que l'essence actuellement à peu près même prix qu'en France, alors que quand on a démarré, l'essence coûtait 50 centimes de plus qu'en France. Et c'est parce qu'on a démonté les mécanismes, on a expliqué comment ça fonctionne, et devant les représentants de l'État, on a dit non, vous faites de la profitation. Et ils ont baissé les prix. Et on a fait baisser les prix. J'ai pensé aux jeunes femmes, aux jeunes mères, et j'ai regardé que les couches, eh bien, c'était très très cher, beaucoup plus cher, 2 fois plus cher en France. Et j'ai mis l'accent spécial sur les couches. Donc c'est ça mon côté émotionnel que j'exprime pas tout le temps. Mais là, dans le combat, eh bien, je suis près du peuple. Il y en a qui disent j'aime le peuple, mais ils s'enrichissent, ils mettent plein dans la poche. Mais moi, je ne dis pas j'aime le peuple. Je le fais dans mes actions, dans ma vie quotidienne. Nous qui payons. Mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, la Guadeloupe est un pays pauvre, un pays sans colonne vertébrale, un pays sous perfusion, un pays sous-développé, où 35% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La Guadeloupe est aujourd'hui anesthésiée, paralysée, verrouillée par 40 années d'immobilisme et de gestion politique catastrophique. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, l'heure est grave. Les problèmes s'accumulent. Chômage, eau, chlordécone, sargasses. Le peuple se sent impuissant, dos au mur. Devons-nous accepter nos contradictions? Nos mauvais choix? Non. Nous avons une fierté, une dignité que Delgrès, Ignace et Solitude nous ont léguée. Nous ne pouvons plus courber l'échine. Notre mission d'aujourd'hui est de nettoyer et de redresser le pays. Mesdames et messieurs, nous sommes déterminés, d'une détermination que rien n'arrête, car nous avons des projets, un programme et les moyens de les concrétiser. Nous que faisons? Nous que faisons? Notre mission est une mission de salut public. Nous ne pouvons pas laisser notre archipel dériver, se décomposer, se vider de sa sève, de son sang et de sa vie. Mesdames et messieurs, chers amis, nous croyons nous croyons vous, et nous sommes prêts à livrer bataille pour que nos enfants, les générations futures, héritent d'une terre riche, saine et nourricière, car nos ressources sont nombreuses mais mal gérées. Nous croyons en la jeunesse de ce pays. Nous croyons en cette force vive et novatrice à laquelle nous ouvrirons les portes et nous tendrons les bras en confiance. Nous croyons en tous ceux qui ne veulent pas renoncer, qui ne veulent pas pactiser avec le monde de l'argent, avec les fossoyeurs de notre archipel. Nous qui faisons? L'histoire nous chuchote à l'oreille que l'heure est venue. L'heure est venue de réclamer transparence et déontologie pour assainir la politique. L'heure est venue de réhabiliter la droiture morale. L'heure est venue d'exposer sans crainte ni peur notre intelligence guadeloupéenne, notre capacité à maîtriser notre destin. Mesdames, messieurs, chers amis, votre confiance est notre arme et nous ne la trahirons pas. Nous remplacerons les fêtes royales par le travail et l'abnégation. Nous remplacerons le laxisme et la gabégie administrative et financière par la rigueur et l'efficacité. Nous qui faisons? Mesdames et messieurs, chers amis, nous remplacerons la corruption, les conflits d'intérêts par la transparence, la lutte pour le bien commun. Nous élèverons nos attitudes à la hauteur des enjeux. Respect sans soumission. Nous qui faisons? L'heure est venue d'affirmer haut et fort qui nous sommes, d'imposer aux autres le respect auquel notre peuple a droit. Mesdames et messieurs, chers amis, l'homme qui est devant vous, votre serviteur, a consacré sa vie à l'élévation de notre conscience collective guadeloupéenne. Nous voulons retrouver demain, dans vos yeux, dans vos mots, le sentiment de fierté reconquise. Nous qui faisons?
Y a-t-il une autre voie? Non. La Guadeloupe que nous voulons est celle de l'intelligence créatrice, de l'innovation collective et de la justice sociale. Celle de la protection de notre environnement, de notre santé, de notre marché intérieur, de nos aînés et des plus fragiles. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts et moi je suis prêt. Nous que faisons. Merci.